Bonjour à toutes et à tous. Cet été, je me suis rendu à Nantes pour voir de la famille. Et même si je suis pas fan de ce genre de tourisme, j'ai pas pu m'empêcher de me rendre au 55 boulevard Schumann. Cette adresse est connue dans la France entière comme étant le lieu qui a abrité l'affaire criminelle la plus médiatisée, la plus mystérieuse et une des plus tragiques du début du XXIe siècle. Arrivé devant la porte du 55 boulevard Schumann, outre le fait de m'imaginer que l'horreur s'était passée à quelques mètres de moi parce qu'on voit la fenêtre des chambres de la maison, la première chose qui m'a frappé, c'est la proximité des maisons juste à côté. En fait, elles sont véritablement collées les unes aux autres et ça forme une espèce de même structure, si vous voulez. Toutes les maisons sont collées. Le boulevard Schumann, c'est un boulevard qui est extrêmement passant aussi. Donc je me suis dit, comment est-ce que c'est possible que personne n'ait rien entendu dans la nuit du 3 au 4 avril? Même les 6 jours qui ont suivi, personne n'a vu qu'il se tramait quelque chose dans la maison. Bref, je trouve ça encore plus bizarre. Pour tenter de comprendre un peu mieux, j'ai fait le tour du pâté de maison et je suis passé par la gauche. Et en fait, j'ai aperçu un compteur électrique. Bon, c'est le genre de choses que je vous conseille pas de faire parce que bon, je suis vraiment pas fan de ce genre de tourisme. C'est des gens qui sont décédés, mais ça reste une affaire extrêmement énigmatique. Et j'ai voulu tenter de comprendre. Donc je suis monté sur ce compteur électrique et du coup j'ai aperçu le jardin. J'ai vu une partie du jardin du 55 boulevard Schumann et je me suis rendu compte que les maisons voisines avaient en effet vu directement sur le jardin. Sauf que ils avaient bien sûr pas vu vraiment sur la terrasse ni en dessous de la terrasse, on en parlera après, mais en tout cas ça me semble quand même fou que personne n'ait rien remarqué. Donc en fait je suis reparti avec encore plus de questions que ce que j'en avais avant de venir. Et l'histoire a commencé vraiment à trotter dans mon esprit, c'est quelque chose que je suis depuis des années, je regarde des reportages très régulièrement. Et voilà, je me posais encore plus de questions et je me suis dit bon, il faut que je me replonge dans l'affaire. Il faut que je reparte 10 ans en arrière, il faut que j'en fasse une vidéo, il faut qu'on réinspecte et qu'on reparle de tout ça, qu'on reprenne tout à zéro. Et qu'on analyse un petit peu cette affaire terrible, le quintuple meurtre de Xavier Dupont de Ligonnès. On va faire ça avec un petit plan. Donc au début, on va parler de la famille des Ligonnès. Qu'est-ce qui faisait chaque membre, les enfants, Xavier, la femme, à quoi ressemblait leur vie. Ensuite, on va parler de la personnalité de Xavier, parce que vraiment, on va comprendre en fait très rapidement qu'est-ce qui cloche chez lui, et c'est très flagrant avec tout son endettement et tout ce qui lui est arrivé, et qu'est-ce qui a abouti en fait aux terribles actes qu'il a commis après. Ensuite, on va passer à la journée des meurtres. On va analyser toute la journée, qu'est-ce qui s'est passé la nuit jusqu'au lendemain. Et puis enfin, la cavale, l'après-crime, comment Xavier a réussi à cacher tout ça. Et puis ensuite, je vous donnerai mon avis personnel. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je pense qu'il est vivant? Est-ce que je pense qu'il est mort? Etc. Bref, voyage au centre de l'affaire criminelle la plus terrible de ces 20 dernières années, l'affaire Dupont de Ligonnès. C'est parti. Alors la famille de Ligonnès, au premier abord, c'est une famille totalement normale. Je sais qu'on dit à chaque fois ça dans les affaires criminelles, je trouve ça insupportable au passage, mais vraiment il n'y a pas plus normal qu'eux. On peut dire qu'ils sont de classe moyenne supérieure, ils ont une belle maison dans le centre de Nantes, ça coûte quand même relativement cher. Xavier est businessman, on en reparlera très rapidement. Sa femme Agnès est surveillante dans un lycée. Et ils ont 4 enfants, une petite vie bien rangée. Ils sont également issus tous les deux de familles nobles et ont grandi à Versailles, là où ils se sont rencontrés. L'aîné des enfants s'appelle Arthur, il a 20 ans au moment des crimes. Lui, il fait un BTS informatique à 60 km de Nantes, il travaille dans une pizzeria à côté pour gagner un petit peu d'argent. C'est un vrai beau gosse, il plaît beaucoup aux filles, il a une petite vie sympa, rien de spécial, c'est vraiment un mec totalement normal. Mais ce qui est important avec Arthur, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ce n'est pas le fils biologique de Xavier. Ça pourra avoir son importance plus tard, on va le voir. En fait, il est issu d'une première union d'Agnès avec un autre homme. Et il se trouve que Xavier va adopter Arthur en 1991. C'est un geste qui peut paraître en contradiction totale avec ce qui va se passer après. Mais ça fait quand même partie au final de la personnalité complexe de Xavier, donc il va l'adopter et il va officiellement devenir le fils de Xavier et évidemment le fils d'Agnès.
Ensuite, il y a Thomas. Thomas, il a 18 ans au moment du crime. C'est l'aîné biologique de Xavier, c'est le fils le plus âgé qu'il a. Ça aura aussi son importance après. Lui, c'est vraiment une espèce de surdoué. Il a eu son bac littéraire à 16 ans. Là, il étudie la musicologie à Angers. Et ça aussi, c'est extrêmement important parce que Thomas, en fait, il n'habite plus à Nantes. Il habite à 100 km à Angers, où il est la plupart du temps. Et vous allez voir que ça aura son importance parce qu'en fait, Thomas sera retrouvé dans un caveau, si on peut parler ainsi, différent de celui de la famille. C'est-à-dire que la famille sera enterrée à un endroit, Thomas sera enterré à un autre endroit, et on va voir pourquoi juste après. La seule fille, c'est Anne. Anne, elle a 16 ans, elle est en première scientifique. C'est une fille pareille qui aime bien la musique, qui aime beaucoup les bébés. Elle adore tout ce qui est faire du babysitting, les enfants, tout ça, elle adore ça. C'est une fille qui est très jolie aussi, rien de plus normal. Elle est très croyante, elle est équilibrée, vraiment rien de spécial. Et enfin, Benoît, il a 13 ans au moment du drame, il est en 4e. Et pareil, il est fan de musique. Vraiment, c'était des enfants modèles, vraiment qu'on rêverait tous d'avoir. Et ce qui est spécial avec Benoît, c'est qu'en fait, il va être retrouvé avec 3 balles dans la tête et 2 balles dans le torse, à l'inverse du reste de la famille qui n'a pris environ que 2 balles dans la tête. Voilà, Benoît, c'est quand même un petit peu bizarre. Donc on peut penser peut-être qu'il était réveillé au moment où Xavier est venu pour l'assassiner et qui s'est débattu. Enfin bref, ça peut laisser suspecter des choses et on en parlera également après. On retrouvera des traces de puissants somnifères dans 4 corps sur 5, les enfants, mais pas Agnès. On ne retrouvera aucun somnifère dans le corps d'Agnès. Là aussi, il y a des théories un petit peu farfelues dont on va parler après. Mais voilà, c'était pour vous exposer un petit peu la famille. Maintenant, la question, c'est pourquoi Xavier a-t-il fait ça? Pourquoi, avec une famille aussi magnifique, pas vraiment de problème aux premiers abords, quel est son mobile? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et bien, le problème de Xavier, c'est qu'il est lourdement, très lourdement endetté. En 2001, le père d'Agnès décède et cette dernière hérite de 350 000 €. Alors cet argent va servir à entretenir le train de vie de la famille, mais en grande partie, il va servir à financer les projets de Xavier, et son premier grand projet, ça s'appelle la route des commerciaux. Au début des années 2000, avec l'essor d'Internet, Xavier, il a une idée qui est vraiment très très loin d'être bête, et il y en a beaucoup qui ont réussi en ayant la même idée que lui au même moment ou un petit peu avant. En fait, il a l'idée de créer un guide qui va recenser tous les grands hôtels et les grands restaurants de chaque région. C'est-à-dire que vous arrivez à Paris, hop, vous tapez la route des commerciaux et vous voyez les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants, etc. Évidemment, ces derniers doivent payer une partie au site pour avoir le droit d'être référencés sur le site. Et c'est comme ça que Xavier pense faire vraiment fortune. Et en fait, il pense tellement faire fortune qu'il va déjà prévoir le succès qu'il va avoir et du coup, il va commencer à dépenser de l'argent. C'est-à-dire que pour lui, dans sa tête, en fait, il a déjà réussi. Il est déjà très à l'aise et du coup, ils vont avoir une vie, vraiment un train de vie extrêmement important. Tous les enfants vont faire des écoles privées, ils vont faire des voyages. Il y a un moment, ils vont aller aux États-Unis pendant des mois et des mois, dormir à l'hôtel. La belle maison à Nantes, tous les enfants font des activités, de l'équitation, de la musique, les études à droite à gauche, les appartements et tout. Et en fait, il y a un réel décalage entre ce qui se passe dans la tête de Xavier et ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que dans sa tête, il a déjà réussi. La route des commerciaux, ça marche, il n'y a pas de souci. Agnès lui fait une confiance aveugle, pas pour longtemps, on va le voir. Mais voilà, dans sa tête, c'est bon, tout va bien, hop, on peut dépenser de l'argent parce que de toute manière, beaucoup d'argent va rentrer d'ici quelques années quand mon projet, la route des commerciaux, aura fonctionné. Sauf que, vous vous doutez bien, ça marche pas du tout. En fait, le site ne prend pas. Il y a très peu de gens qui se rendent dessus pour consulter des hôtels, etc. Il y a vraiment peu de trafic sur le site. Et donc, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, faut se rendre à l'évidence qu'il y a un problème. Il y a même des hôtels et des restaurants qui vont demander à être remboursés par Xavier parce que, en fait, c'est un investissement qui leur a rien rapporté du tout. Donc, il va pas être bien du tout. Mais une des raisons de cet échec, en fait, il y a des amis à lui qui diront plus tard que
le site était très amateuriste. Il était très moche, on aurait dit un blog Skyrock ou un MySpace ou un truc comme ça. Certes, on est quand même au début des années 2000, mais il n'y avait vraiment rien de professionnel et apparemment c'est une des raisons qui a fait que ça n'a pas marché. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé. Xavier se verse des salaires de 5000 euros, il embauche des potes à droite à gauche, mais il y a surtout le train de vie en fait. Le train de vie qui est énorme. Et en fait, l'argent, les 350 000 euros d'Agnès, ils partent vraiment à une allure folle. Sauf qu'à un moment, ça devient de plus en plus compliqué. Il reste plus que 46 000 euros à Agnès sur les 350 000 en 2005. Et là, Xavier, évidemment, à chaque fois, il revient à la charge, et là, ça va pas manquer, il va lui demander ses 46 000 euros pour son entreprise, pour vivre, tout simplement. Et pour la première fois, Agnès, qui était vraiment sous son emprise et qui le voyait comme un dieu qui arrivait à gagner de l'argent, qui n'avait aucun problème, alors que c'était complètement faux, elle va refuser de lui donner cet argent. Et à la suite de ça, il va y avoir de grosses tensions. Donc là, on est 6 ans avant les meurtres. Et Xavier va quitter la maison pendant 3 mois. Au final, il va revenir, après avoir discuté longtemps, etc., et que Agnès finalement le supplie de revenir. Il va revenir à la maison, et là il y a une lettre vraiment invraisemblable qui va être envoyée aux amis et à la famille des de Ligonnès. Et c'est là qu'on va tout comprendre, en fait. La lettre qu'ils vont envoyer dira ça. Xavier écrit au début. Pour tenter d'effacer l'image négative qu'Agnès a pu donner de moi et à laquelle certains ont cru. Agnès va poursuivre, et je cite « Influencé par des mauvaises amies qui m'ont entraîné sur des pentes malsaines et m'ont fait faire des choses répréhensibles, Xavier n'a jamais vécu à mes crochets comme un croqueur d'héritage. J'ai foi en ses projets qui sont maintenant bien avancés et prometteurs et je regrette de lui avoir mis des bâtons dans les roues. » Alors, avec du recul, on comprend bien qu'en fait, Agnès, quand elle écrit ça, elle est complètement sous l'emprise de Xavier de Ligonnès, parce que ce qu'elle écrit, en vérité, c'est très vrai. Il y a une grosse partie de vérité là-dedans. Et le fait que Xavier, au final... Parce que de 2001 à 2005, ils vivent sur cet argent. Ils vivent sur ces 350 000 euros. Et en fait, il n'y a aucun autre argent qui rentre. L'argent qui est investi dans la société, il n'y a pas d'argent en retour. Donc Xavier, en effet, vit au crochet de l'héritage d'Agnès. Ça, c'est pour Agnès, donc elle est complètement sous son influence. Mais pour Xavier, qu'est-ce que ça révèle? En fait, pour moi, c'est la synthèse de toute cette histoire, et le mobile, il est là. En fait, tout ce qui compte pour Xavier de Ligonnès, c'est son image. Tout ce qui compte, c'est l'image qu'il renvoie aux autres. Et le fait qu'il y ait eu des tensions, que Agnès ait pu dire que Xavier dilapidait tout l'argent, etc., qu'elle ait pu dire ça aux amis, à la famille, mais pour lui, en fait, il préfère quasiment mourir plutôt que que ses proches aient une image négative de lui. Il préfère mourir. Et il préfère même tuer les autres, comme on le verra après. Donc voilà, pour moi, ça résume tout. Donc il est très orgueilleux, il ne recule devant rien pour se faire bien voir. Et au cours des années qui vont suivre, en fait, il va mettre en place une véritable pyramide de Ponzi pour masquer ses échecs professionnels et pour continuer à vivre, tout simplement. Le premier organisme auquel il doit des dizaines de milliers d'euros, c'est l'URSSAF. L'URSSAF est tout ce qui est cotisation sociale en tout genre, qu'il avait soit pas payé, soit pas eu les moyens de payer quand il a commencé toutes ses entreprises au début des années 2000. Donc pour payer l'URSSAF, et les dizaines de milliers d'euros qu'il leur doit, il va souscrire à des crédits à la consommation. Pour rembourser les crédits à la consommation, il va emprunter de l'argent à des proches. Pour rembourser les proches, il va emprunter de l'argent à d'autres proches. Et en fait, c'est comme ça que il se passe des choses bizarres ici. C'est comme ça que cette spirale infernale va se mettre en place. Le problème, c'est qu'une pyramide de Ponzi, ça marche bien quand on peut rembourser ce qu'ils demandent avec des nouveaux prêteurs, en faisant rentrer des nouveaux prêteurs. Mais si tout le monde demande son argent en même temps, c'est terminé. Et c'est à peu près ce qui va se passer pour Xavier de Ligonnès. En 2009, 2 ans avant les crimes, Xavier recontacte une vieille amie à lui avec qui il a eu une aventure qui s'appelle Catherine.
Catherine, c'est une femme qui a réussi, qui est chef d'entreprise, qui gagne beaucoup d'argent. Il va la reséduire, ils vont avoir des rapports, ils vont sortir ensemble, ils vont se voir, etc. Elle va retomber sous son charme complètement. Et Xavier va réussir à la convaincre de lui prêter 50 000 euros. Et en fait, il a une telle force de persuasion. Xavier, il est tellement séducteur, que ce soit en amour, en amitié, en business et tout, que elle va sans problème lui prêter 50 000 euros. Et ces 50 000 euros, vraiment, vont lui permettre de sortir la tête de l'eau. Mais c'est là qu'on va se voir que le mec est irrécupérable. Et qu'en fait, il prétend à une vie qu'il ne se donne pas les moyens d'avoir. Parce que dès qu'il va toucher ces 50 000 euros, alors il va rembourser certains, pas tous, mais disons les crédits les plus urgents. Mais à côté, il va offrir une Golf cabriolet à Agnès. Il va se faire des nuits dans des hôtels-restos 3 étoiles où il va payer 500 euros la nuit. Enfin vraiment des dépenses complètement inutiles pour quelqu'un qui justement est dans une position où il devrait faire attention. Et en fait, il ne le sait pas encore, mais il est fort probable que ces 50 000 euros qu'il ait empruntés soient vraiment le point de départ de toutes ces affaires et soit même la raison de toute cette affaire. Et je pense que si jamais il n'avait jamais emprunté ces 50 000 euros à Catherine, peut-être qu'on ne serait pas là à en parler parce que il aurait peut-être jamais fait ça. Parce qu'en fait, le problème de ces 50 000 euros, c'est qu'il a fait une énorme erreur, Xavier. Il a signé une reconnaissance de dette à Catherine. Et au 3 juillet 2010, toute la somme doit être remboursée, de A à Z. 3 juillet 2010, c'est quelques mois avant les meurtres. Et évidemment, ça lui a permis de sortir la tête de l'eau, mais il est toujours dans cette pyramide de Ponzi, et là, il doit rembourser Catherine. Et en fait, ce qu'il faisait à chaque fois, c'est qu'il remboursait les gens soit partiellement, soit très longtemps après. Enfin bref, vraiment, il prenait son temps. Là, c'est simplement au bout d'1 an. Donc, il ne peut pas rembourser ses 50 000 euros. Il va ameuter un petit peu tous les derniers proches qui lui restent, qui lui font encore confiance, etc., de réunir cette somme. 5 000, 10 000, 15 000, peut-être qu'il aurait pu, mais 50 000, c'est beaucoup trop. La pyramide de Ponzi s'effondre, et c'est le début de la fin pour Xavier et pour toute sa famille. Et c'est là qu'il commence à écrire des trucs vraiment très chelous, Xavier. Catherine, du coup, va lui mettre la pression, elle va lui dire qu'elle a compris que c'était un gros arnaqueur, que c'était un mec qui avait des belles paroles mais qui faisait rien, etc. Et ça, c'est le 2 juillet 2010, donc un jour avant la date fatidique. Il parle avec elle par message, et Xavier va lui dire, et je cite, « Pour moi, il s'agit de ma survie, ni plus ni moins. Je suis au pied du mur. En juillet, ça passe ou ça casse, définitivement. » Dès le lendemain, Catherine saisit la justice, et là, la machine est enclenchée. Xavier va voir les huissiers très régulièrement à sa porte. Il va lui dire une autre chose qui fait extrêmement flipper, c'est que si jamais elle fait ça, si elle engage la procédure judiciaire, il ne lui restera plus qu'à cramer toute sa famille. Il va dire également à ses 2 meilleurs amis, qui s'appellent Michel Rétif et Emmanuel Teneur, les 2 sont morts aujourd'hui, d'ailleurs, dans des circonstances... il y en a un qui s'est suicidé et l'autre qui était malade, il me semble que c'est ça. Bref, il va dire à ses 2 meilleurs amis, c'est simple, fin août, début septembre, j'aurai une décision à prendre, soit suicide seul, soit suicide collectif. Alors évidemment, avec du recul, on peut se dire, putain, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait? Pourquoi est-ce que Catherine l'a mis dans la merde? Pourquoi est-ce que ses 2 meilleurs amis n'ont pas réagi? Mais mettez-vous à leur place, si jamais votre meilleur ami vous dit des trucs comme ça, vous n'allez pas le prendre au pied de la lettre. Vous pouvez penser qu'il est dans une mauvaise passe, vous allez lui dire c'est bon, ça va aller, tout ça. Mais c'est compliqué de croire sur parole un mec en qui on a confiance qui sort des dingueries comme ça en fait. Et donc de l'été 2010 à début 2011, il va survivre. Il va avoir les huissiers très régulièrement à la porte, donc parfois c'est les enfants qui vont ouvrir. Il va se démerder pour que les courriers soient envoyés à une autre adresse, etc. Bref, il est vraiment en mode survie. Et à partir de là, on sent qu'en fait, le crime, il peut arriver n'importe quel jour. Et en fait, il va tenir comme ça jusqu'au 20 janvier 2011, qui est la date du décès de son père, qui va rendre l'âme dans son appartement à Levallois-Perret. Immédiatement, Xavier va se rendre dans l'appartement, et là, il va chercher 2 choses. La première, c'est de l'argent. Donc, il va tout retourner les affaires de son père parce qu'il est persuadé qu'il avait caché des billets quelque part. Il va tout retourner, il va trouver aucun billet.
Par contre, il va trouver sa carte de crédit. Avec sa carte de crédit, il va retirer à plusieurs reprises pour un montant total de 6 700 €. La deuxième chose qu'il cherche, ou du moins on ne sait pas s'il l'a cherché vraiment, mais en tout cas la deuxième chose qui l'intéresse, qu'il trouve, c'est une carabine 22 long rifle. Et au passage, le voisin du père de Xavier aidait Xavier à vider l'appartement de son père, à faire du rangement, etc. Il était avec lui. Et il dira plus tard, et on voit dans pas mal de reportages, il fait des interviews, il dira plus tard, en fait, j'étais extrêmement mal à l'aise quand j'étais avec Xavier et qu'on vidait l'appartement de son père, parce qu'il avait une tête vraiment malsaine. Je sentais qu'il se passait quelque chose, enfin vraiment, il me faisait limite peur. Et je ne l'avais jamais vu comme ça. Habituellement, c'était un mec vraiment qui faisait pas cet effet. Mais là, quelque chose avait switché complet dans son esprit. À partir de là, c'est terminé. La route est lancée. Le 12 mars, il achète des munitions et un silencieux. Là, on est 3 semaines avant les meurtres. On va retrouver des tickets de caisse du 23 ou du 30 mars où en fait, il a acheté des sacs plastiques de très grande taille et des paquets de dalles plastiques adhésives. Entre le 26 mars et le 1er avril, on est à quelques jours des meurtres. Alors là, il va faire 4 sessions de tir dans un stand de tir à Nantes, où, comble de l'horreur, il va même amener plusieurs fois quelques-uns de ses fils. Le 2 avril, la veille des meurtres, il va au Castorama d'Orvaux. Orvaux, c'est une ville à côté où il y a d'ailleurs eu la tuerie de la famille Troadec, avec laquelle on avait fait un parallèle pendant longtemps avec les Ligonaises parce qu'ils habitaient très proches. Et donc, le 2 avril, il va acheter une bêche, il va acheter des sacs à gravats, il va acheter du ciment. Et là, on sent que c'est terminé, quoi. Puis arrive le dimanche 3 avril. Alors ce jour-là, toute la famille rentre à la maison de leurs diverses activités tranquillement vers 17 h à peu près, sauf Thomas. Parce que rappelez-vous, Thomas, il habite à Angers, et donc lui, il va partir à 17 h et ce sera le seul en fait qui sera plus là, qui va quitter Nantes. À 18 h, la famille va aller au cinéma, ils vont voir un film qui s'appelle Rango, qui est un dessin animé. Ensuite, ils vont au restaurant Charolais les Grilles, ils dînent ensemble. Xavier paye la note de 136 €, je crois, et il rentre à la maison tranquillement en début de soirée, et chacun va vaquer à ses occupations. Par exemple, Arthur, lui, il discute avec sa petite amie parce qu'en fait, il a eu une aventure avec une autre fille il y a quelques jours. Du coup, il est un peu dans la sauce, en gros, il essaie enfin bref, il coupe court à l'appel avec sa copine, il essaie de raconter des mythos pour cacher le fait qu'il l'ait trompé, etc. Bref, il fait sa vie de jeune homme, quoi. Anne, elle va se connecter sur Facebook, elle va commenter le dîner. À 22 h 16, elle va dire le repas était très bon, etc. Agnès, elle discute avec une amie qu'elle a retrouvée, une amie d'enfance. Et Xavier, à 22 h 37, il va appeler sa sœur, qui ne va pas répondre, et il va lui laisser un message vocal. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redites ou tu m'envoies un petit SMS et je te rappelle. Là je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Cette nuit du dimanche 3 avril au lundi 4 avril va se dérouler, les heures vont passer et puis on va se réveiller au petit matin, le 4 avril. Plus personne ne reverra jamais Agnès, Anne, Benoît et Arthur. Les enquêteurs qui feront des études sur la connexion internet et l'adresse IP des Ligonaises plus tard se rendront compte que dans cette nuit-là, à 2h01 du matin, quelqu'un d'un iPhone, on ne peut pas savoir qui, s'est connecté sur l'adresse IP, donc sur la Wi-Fi, et on a capté leur adresse IP, et a fait une recherche sur Google. Il a marqué « Communion, état, péché, mortel ». Comme j'en ai parlé au début de l'épisode, il y a des doutes sur Agnès, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui vont dire avoir vu Agnès après cette nuit du 3 au 4 avril. Et le problème, c'est que c'est très bizarre et en fait, ça fout la pagaille dans l'enquête parce que si c'est ça, si elle était réellement vivante, en fait, ça n'a plus aucun sens. Et là, on part sur des théories hyper cheloues. C'est très bizarre parce que c'est bel et bien Xavier qui appellera le lundi matin
l'établissement scolaire où travaille Agnès, c'est le lycée Blanche de Castille. C'est lui qui appellera le lycée en disant voilà, Agnès est malade, elle ne viendra pas travailler, etc. Comme il le fera pour les autres enfants d'ailleurs. Et Agnès en fait disparaît totalement des écrans. La seule chose qu'on a, c'est 2-3 personnes qui disent l'avoir vue, mais c'est très vague. Et comme j'ai dit, on la retrouvera dans la même fosse que les 3 autres enfants. Donc en fait, voilà, il y a cette théorie-là qui prend vie. Est-ce que Agnès et Xavier en fait auraient tous les deux assassiné leurs enfants et Xavier aurait trahi Agnès et l'aurait tué à son tour? Enfin bref, c'est extrêmement peu probable, mais voilà, c'est dommage qu'il y ait cette petite imprécision et qu'on ne sache pas parce que ça sème un petit peu le trouble. Mais moi, je pense bel et bien que Agnès a été tuée, comme les enfants, dans la nuit du 3 au 4 avril. On a l'histoire de son appareil d'apnée du sommeil qui s'arrête vers 3 heures du matin, je crois. Enfin bref, pour moi, il y a peu de doute sur le fait qu'Agnès est bel et bien décédée cette nuit-là. Donc dès le lundi 4 avril au matin, Xavier prévient tout le monde. Il prévient les écoles des enfants. Oui, les enfants sont malades, Agnès est malade. Pour Arthur, il travaillait donc dans la pizzeria ce jour-là. Il va dire qu'il a eu un accident de voiture et dans la foulée, il va rédiger une lettre de démission en mentionnant le fait que mon père a été muté en Australie. Sauf qu'il y a un problème dans tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui manque à l'appel. C'est Thomas. Parce que Thomas, lui, il est tranquillement à Angers, en fac de musicologie. Il est parti la veille et il se doute de strictement rien. Donc Xavier va l'appeler. Il va lui dire écoute, le lundi soir, il va lui dire écoute, je suis juste à côté d'Angers pour le travail. On va aller dîner ensemble. Xavier ment à ce moment-là parce que son téléphone, à cette heure-là, a borné à Nantes. Donc c'est complètement faux. Il est bien sûr toujours à Nantes. Il n'est pas du tout en déplacement professionnel. Et du coup, il va dîner avec Thomas à Angers le lundi soir, donc un jour après avoir assassiné toute la famille. Et plus tard, on interrogera le serveur qui s'est occupé de Xavier et de Thomas durant cette soirée. Il dira qu'ils sont très très peu parlé, que c'était d'ailleurs un peu bizarre, et qu'en fait, plus le repas avançait, plus on aurait dit que Thomas était gavé, saoulé, mais surtout qu'il était fatigué en fait. Il va dire que Thomas était mais complètement explosé, enfin il connaît pas son nom mais le fils en tout cas, va dire qu'il était complètement fatigué, qu'à la fin le mec ne tenait plus debout, qu'il se sentait pas bien, il va même refuser le dessert et tout, il va vraiment être en PLS total. Et ça évidemment, ça va donner lieu à quelques théories. Parce que Xavier va le raccompagner chez lui ce soir-là. Il ne va pas le ramener à Nantes, il ne va pas le tuer, il va simplement le raccompagner chez lui à Angers. Le lendemain, Thomas va se réveiller, il va dire à ses amis « Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je crois que j'étais avec mon père. Mais ensuite, est-ce qu'on s'est vu? Est-ce qu'on a fait une fête ou quoi? Parce que vraiment, je ne me souviens de rien. » Donc en fait, ce qui s'est probablement passé, c'est que Xavier a mis un somnifère dans le verre de Thomas parce qu'il comptait le tuer ce soir-là. Alors à ce moment-là, il y a deux choses, il y a deux hypothèses, moi j'ai deux hypothèses. Soit, donc il a mis le somnifère parce qu'il a voulu faire subir le même sort à Thomas qu'au reste de la famille, et il n'a pas pu le tuer, parce que c'était trop compliqué, parce qu'il fallait qu'il le ramène à Nantes, où Thomas n'était pas assez endormi, ou ouais, je ne sais pas, donc en fait, logistiquement, il n'a pas pu l'assassiner ce soir-là. Ou alors, et ça c'est une théorie assez intéressante, notamment qui avait été énoncée, je crois, par Bruno de Stabenrath, qui était un ami d'enfance de Xavier que j'avais vu. En fait, peut-être que Xavier a hésité à le tuer. Peut-être qu'il voulait pas. Peut-être qu'il voulait pas parce qu'en fait, Thomas, c'était son fils aîné, biologique. Et comme il y a toute cette culture de la noblesse de Versailles dont il est issu, l'aîné, c'est l'héritier. L'aîné, c'est celui qui prend la suite, qui prend la suite aux affaires, etc. Donc peut-être qu'il a hésité, qu'il s'est dit au dernier moment, non, je vais pas le faire. Mais comme vous le savez, si c'est ça, Xavier va changer d'avis, parce que le lendemain, nous sommes le 5, du coup, le 5 avril, 19h18, il va appeler Thomas, il va lui dire de rentrer sur le champ, parce que sa mère a eu un accident de vélo, et elle est dans un petit coma. Donc Thomas va s'exécuter,
Et ça va le saouler, d'ailleurs, il va dire à ses amis, putain, mais hyper chelou ce qui se passe, pourquoi ma mère a un accident de vélo, bref, désolé, je dois rentrer. Et il va finalement rentrer à Nantes. On sait ce qui va se passer après. Xavier a fait des courses à Carrefour Market pour un montant de 50 € à peu près, où il a acheté notamment un produit nettoyant extrêmement puissant, et il a acheté aussi le repas du soir. Donc Thomas va arriver. Alors là, malheureusement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas comment est-ce que Thomas a réagi et comment est-ce que son père lui a dit, en fait, parce que c'est hyper bizarre qu'il n'y ait personne dans la maison. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas maman? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Anne? Où il est Benoît? Benoît, il a 13 ans. Enfin, c'est pas le genre de mec qui va partir à droite à gauche partout. Il a que 13 ans. Pourquoi Arthur n'est pas là? Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, ces choses-là, Thomas les a dites à son père. Et comment est-ce qu'il a trouvé les excuses, etc. Tout ça, voilà, on ne sait pas. En tout cas, Thomas et Xavier s'assoient sur le canapé. Ils vont regarder un film qui s'appelle Midnight Express. Et Thomas, en fait, ne se doute pas qu'à quelques mètres de lui, sous la terrasse, en fait, il y a toute la famille qui est enterrée. Ce qui est... Je vous jure, vraiment, là, j'ai des frissons rien qu'en en parlant. Ça a été compliqué d'écrire cet épisode parce que c'est... Vraiment, on nage dans l'horreur, quoi. C'est terrible. Bref, excusez-moi. Donc il va s'asseoir. Il va regarder Midnight Express. À minuit 07, il me semble, ou à minuit 03, je ne sais plus. Oui, à minuit 03, Thomas envoie un message à un ami. Cet ami-là va lui renvoyer des messages à minuit 07 et à minuit 23. Et ce dernier n'aura plus jamais de réponse. On suppose que c'est à ce moment-là que Thomas a été tué. On a retrouvé encore une fois des traces de somnifères, donc est-ce que c'était ceux qui dataient de la veille ou est-ce qu'il en a administré des nouveaux, vraisemblablement des nouveaux. Et à partir de là, Thomas, c'est terminé, on n'en entendra plus parler et on le retrouvera dans une fosse à côté du reste de la famille qui prouve bien qu'en fait il a été tué à 2 jours d'écart, ce qui est complètement horrible quand on y pense. Les 6, 7, 8, 9 et 10 avril, Xavier va rester dans la maison, en fait. Il va vider la maison en partie. Il va faire un grand nettoyage. Il va supprimer pas mal de fichiers internet sur ses entreprises, d'ailleurs. Il va aller vider l'appartement de Thomas à Angers, où il sera vu, d'ailleurs, par certains amis de Thomas. Ils vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Thomas part et tout. » Xavier sera très bref. Il répondra « Oui, on est obligé de déménager, je sais pas quoi. » Enfin bref, bizarre. Il va vider également l'appartement d'Arthur qui était dans son BTS informatique, qui lui aussi avait un appart à 60 km. Bref, voilà, il va vraiment faire un grand nettoyage. Et là, il va adresser un courrier aux écoles, à les endroits où les enfants travaillent, où la famille travaille, etc. Il va dire que Xavier est muté en Australie, donc ils doivent partir très rapidement. Sauf que, il va envoyer un autre courrier, cette fois-ci à la famille et aux proches, où il ne va pas du tout dire ça. Il va dire qu'en fait, ils vont partir aux États-Unis, qu'ils vont changer d'identité. Et parce qu'en fait, Xavier travaille pour la DEA depuis des années. Donc DEA, c'est l'organisme qui traite des gros trafiquants de drogue aux États-Unis. En fait, Xavier a travaillé pour eux pendant des années. Il est témoin dans un grand procès qui va arriver justement avec des grands barons de la drogue. Donc voilà, il écrit ce courrier surréaliste à la famille en disant qu'ils vont partir aux États-Unis sous une nouvelle identité. Et une chose qu'il a probablement trahi, c'est qu'à la fin de la lettre, il va écrire, et je cite, PS, « Inutile de s'occuper des gravats », les gravats il les a achetés quelques jours avant comme on a vu, « des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, c'était là quand nous sommes arrivés ici. » Fin de la citation. Or, c'est précisément là où ont été retrouvés les corps de la famille. Et c'est en partie ça aussi qui donnera, disons, une petite intuition à la capitaine de police qui va trouver les corps après. Donc à la suite de ça, le 10 avril, il va mettre sur la boîte aux lettres courrier à renvoyer aux expéditeurs. Il va prendre sa Citroën C5 et il va partir. Il va prendre la route, il va quitter Nantes définitivement après avoir clôturé les comptes bancaires de tout le monde, etc. Bref, il va quitter Nantes. Et là, il va faire une espèce de tour de France. En fait, il va partir de Nantes, il va descendre en région bordelaise, et ensuite, il va repartir en gros dans le sud, et il va traverser le sud d'ouest en est.
Et donc il va dormir premièrement du 10 au 11 à Puilboro, du 11 au 12 à Blagnac, du 12 au 13 au Pontet, dans une auberge de luxe. Il va se faire quelques nuits, c'est bizarre parce qu'il va alterner entre hôtel Formule 1 première gamme et auberge de luxe. Ensuite, du 13 au 14, il dort à la Seine-sur-Mer, et du 14 au 15, il dort à l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence, qui est le dernier endroit où on le verra en vie. Et il se trouve que Roquebrune-sur-Argence, c'est juste à côté de chez moi. Moi, j'habite à Nice et j'ai décidé d'y aller il y a quelques mois. On va le voir pour la dernière fois avec les images de vidéosurveillance du parking de l'hôtel Formule 1 à 16h10 avec une espèce de manteau et une forme très longue en dessous du manteau qui fait vraiment penser à une carabine ou du moins un fusil, donc potentiellement celui qu'il a utilisé pour les crimes. Et en fait, donc, je vous disais que j'y étais allé à cet hôtel de Roquebrune-sur-Argence. Pour ceux qui prennent de temps en temps l'autoroute A8, en fait, vous pouvez voir l'hôtel depuis l'autoroute A8. Si vous venez de Nice, faut regarder sur la gauche. Si vous allez vers Nice, faut regarder sur la droite. Moi, la dernière fois, je m'y suis arrêté. Et en fait, ce qui frappe vraiment avec cet hôtel et le coin où on est, c'est que, mais littéralement, tout est possible. On peut aller n'importe où. C'est une zone qui est extrêmement forestière. Il y a de la forêt dans tous les sens. Comme si ça suffisait pas, il y a des espèces d'éperons rocheux, il y a le rocher de Roquebrune, il y a plein de cavités, de trucs et tout, dans tous les sens. La mer est à même pas 40 km, donc on peut très bien aller à la mer, ensuite aller au port le plus proche, prendre un bateau, partir. Il y a ça, et puis aussi, en fait, il y a un rond-point pile devant l'hôtel. Pour ceux qui iront, vous le verrez, il y a un rond-point qui est en fait immense et qui permet d'aller mais n'importe où, qui permet d'aller vers l'Italie, vers l'Est, vers l'Ouest, l'Espagne, je ne sais quoi, remonter vers le Nord, aller en Angleterre, aller mais partout en fait. On peut vraiment, à partir de cette position-là, à cet hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence, on peut aller se suicider dans la forêt, on peut aller se suicider dans une cavité rocheuse, on peut marcher vers la mer, se jeter dans la mer, on peut aller à la mer, prendre un paquebot, un porte-container, partir en Amérique du Sud, on peut se faire récupérer par un complice, prendre la route, partir dans le nord, dans le sud, bref. Mais c'est juste, en fait c'est terrible, c'est l'enfer. Pour les enquêteurs, je pense que tu peux pas faire pire. Xavier disparaît donc définitivement le 15 avril 2011. Parallèlement à ça, à Nantes, les gens commencent à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Les amis de la famille, tout ça, se disent mais attends, mais pourquoi personne répond au téléphone? Qu'est-ce qui se passe? C'est hyper bizarre. Ils commencent vraiment à alerter la police dans tous les sens et tout ça. La police va se rendre plusieurs fois dans la maison des Ligonès et il va rien avoir de spécial en fait, hein. Ils vont rentrer dans une maison classique, certes un petit peu vide. Et d'ailleurs, ça atteste ce que dira la famille, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit qu'ils sont partis aux États-Unis. Bref, c'est hyper bizarre. La police va arriver et va dire bah écoutez, ça semble totalement plausible. La maison a été bien rangée, il n'y a pas de traces de trucs chelous, il n'y a rien du tout. Et ils vont faire comme ça 1, 2, 3, 4 visites, la police. Quand même, au bout d'un moment, le 19 avril, sachant que tout le monde a disparu à partir du lundi 4 au matin, donc ça fait 15 jours. 19 avril, il y a une enquête pour disparition inquiétante qui va être ouverte. Là, ils vont commencer à s'exciter un petit peu quand même, les policiers et tout le monde, ils vont se dire bon, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Et le 21 avril, alors que le procureur de la République s'apprête à faire une conférence de presse pour parler de cette affaire, quelques minutes avant, en fait, une capitaine de police du coup qui se rendait chez eux était dans le jardin, il regarde un petit peu ce qui se passe et tout. Et ils regardent sous la terrasse parce qu'ils ont vu ce courrier. Donc voilà, les mecs, c'est des flics, ils connaissent leur métier. C'est pas qu'ils ont l'habitude, mais il y a des instincts qu'on développe quand on est flic. Et en fait, ils vont voir que la gamelle des chiens, parce qu'ils avaient 2 chiens, Léon et Jules, 2 labradors, la gamelle des chiens est posée sur le sol. Et sur cette gamelle, il y a une espèce de planche en bois qui servait de niche en fait pour les chiens. Donc c'est là où ils s'allongeaient pour dormir et tout. Parce qu'on voit des poils dessus, etc. Et là, la capitaine va se dire, mais attends, pourquoi est-ce que la gamelle est bloquée sous une planche? Comment est-ce que les chiens feraient pour manger si la gamelle est bloquée?
Alors certes, s'ils sont partis, les chiens n'ont plus besoin de manger, mais c'est quand même une disposition bizarre quoi, de cette gamelle de chien. Bref, c'est très chelou. Et là, instinct de flic. Instinct de flic, elle enlève la planche, elle enlève la gamelle. Putain, je vous jure, c'est horrible, vraiment, j'ai des frissons. En gros, elle commence à gratter, à voir un petit peu ce qui se passe. Elle sent que la terre est fraîche. Et là, elle tombe sur du ciment. Elle tombe sur du ciment frais. Elle se dit, bizarre. Et elle gratte un petit peu. Et en fait, il suffit pas de creuser. C'était vraiment pas très profond. C'était je crois qu'à une dizaine non, un peu plus, quelques dizaines de centimètres, je crois. Elle tombe sur un sac plastique. Tiens, c'est bizarre. Sac poubelle, je veux dire. Elle ouvre. Une odeur terrible en ressort. Et là, on déterre. Et on comprend rapidement ce qui se passe. On retrouve 5 cadavres. Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Et le procureur de la République dit que voilà, on bascule dans un quintuple homicide. Évidemment, le seul qui manque à l'appel, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Sauf que le problème, les amis, c'est qu'en fait, on est le 21 avril quand les corps sont retrouvés et que Xavier, ça fait une semaine qu'il a complètement disparu. Et même outrepassant cette semaine, ça fait déjà mais quasiment 2 semaines qu'il a quitté Nantes. Avec la première semaine de cavale, entre guillemets, où il fait son petit tour de France. Et le 21 avril, ça fait quasiment une semaine qu'il a disparu. Donc ils se mettent à sa recherche avec une semaine de retard. Je précise que les 2 chiens, Léon et Jules, seront aussi retrouvés morts. Ils ont été assassinés comme toute la famille. Donc les enquêteurs vont se mettre à sa poursuite. Ils vont rapidement localiser la Citroën C5 sur le parking de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence. Et de là va s'en suivre beaucoup de recherches dans tous les sens. Ils vont ratisser la forêt, ils vont toutes les cavités, etc. Des recherches qui vont durer et qui durent encore aujourd'hui, 10 ans après, les amis. Xavier de Ligonnès ne sera jamais retrouvé. Environ tous les 2 ans, il y a quand même des petits événements. Il va y avoir ce pauvre vieux monsieur qui s'appelle Guy Joao, qui a été arrêté en Irlande parce qu'il pensait que c'était Xavier de Ligonnès. Ça, c'est, je pense, un des plus gros fiascos policiers, médiatiques ou je ne sais quoi. Si vous vous souvenez de ça, c'était en fin 2019. Au passage, ce monsieur est décédé il n'y a pas longtemps. J'espère qu'il a pu profiter de la fin de sa vie en ayant touché un peu d'argent et qu'il les a attaqués en justice quand même. Bref, de temps en temps, ils ont fouillé un monastère, pas loin de Roquebrune-sur-Argence. Bref, il y a les petites alertes tous les 2 ans, mais strictement rien. Xavier est toujours introuvable à l'heure actuelle. Ce qui fait un peu flipper aussi, moi personnellement, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est la sœur de Xavier. Sa sœur Christine, peut-être même sa mère et toute cette famille-là, parce qu'en fait, eux, ils pensent que les corps qui ont été retrouvés, en fait, ne sont pas ceux de la famille de Xavier. Ils pensent que Xavier et sa famille sont réellement partis aux États-Unis et ils sont dans un déni, mais total. Et ça montre en fait l'emprise qu'avait Xavier, mais sur tous ses proches. Pour sa famille, c'est absolument impossible qu'il ait fait ça, même si les preuves sont là. Et en fait, la sœur de Xavier va donner comme preuve le fait qu'elle n'a jamais vu les corps. Parce que apparemment la police l'en a dissuadé, etc. La raison pour laquelle la police l'en a dissuadé, c'est parce qu'en fait, les corps ont été retrouvés 18 jours après la mort, et que, voilà, je pense que c'est pas une image que tu veux garder de tes proches, c'est un traumatisme total de voir ça. Donc ils n'ont jamais vu les corps, et c'est quand même un peu chelou qu'ils croient à ça. Ça montre vraiment l'emprise qu'avait Xavier sur sa famille. Bref, voilà pour l'histoire de Xavier de Ligonnès. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Est-ce que je pense qu'il est vivant? Est-ce que je pense qu'il est mort? Etc. En tout cas, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suggérer des affaires que vous aimeriez que je traite ultérieurement. À laisser un like si jamais vous aimez ce que vous voyez. Ça fait toujours plaisir. C'est une affaire que je voulais traiter depuis longtemps. J'ai pas mal travaillé dessus. Ça fait de bonnes grosses heures de préparation. Mais voilà, il fallait que je le fasse parce que ça me trottait dans la tête trop depuis des années. Mais voilà, si jamais vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Très important aussi, si jamais vous avez des informations supplémentaires, parce qu'évidemment, j'ai pas tout dit, hein, c'est impossible de tout dire. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses vraiment très importantes que j'ai oubliées ou quoi. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à me suggérer
également d'autres affaires. Maintenant, qu'est-ce que je pense de tout ça? Le gros débat, c'est est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? Moi, j'ai plein de gens, ma mère pense qu'il est vivant, mon père pense qu'il est mort, mes amis, tout ça, vraiment, ça part un petit peu dans tous les sens, et de ce que je vois sur Internet et tout, ça part dans tous les sens. Moi, après y avoir réfléchi pendant longtemps et en connaissant vraiment l'affaire sur le bout des doigts, je pense que Xavier Dupont de Ligonnès est mort. J'ai pensé qu'il était vivant pendant longtemps, et évidemment, c'est le choix qui est le plus spectaculaire, le plus mystérieux, le plus excitant, entre guillemets, le fait de se dire qu'un jour on le retrouvera vivant, et qu'on pourra lui demander, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'as fait ça, et qu'on pourra mettre cette ordure en prison. Mais, en fait, je pense que c'était pas à sa portée. Je pense que ce n'est pas à sa portée de survivre pendant 10 ans en cavale, même si c'est possible. Attention, en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, je suis sur un 51% de chance qu'il soit mort, 49% qu'il soit vivant. Je comprends totalement les gens qui disent qu'il est encore vivant. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'on peut partir dans les deux sens sans aucun souci. Vraiment, c'est terrible, il y a des arguments partout. Mais moi, la façon dont je vois les choses, c'est celle-ci. Je pense qu'en fait, parce qu'il y a des gens qui mettent en contraste la minutie et le soin mais total qu'a pris Xavier de Ligonnès à cacher sa famille, à nettoyer la maison. On a retrouvé quasiment aucune trace de sang dans la maison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un quintuple meurtre, aucune trace de sang. C'est un truc de fou furieux. Donc le mec a pris vraiment le soin qu'on ne retrouve jamais sa famille, mais après, il entame sa tournée de France, et là il s'en fout complètement, il paye avec sa carte bancaire, blablabla, salut c'est moi, et là, si vous voulez, il n'y a plus aucune précaution, jusqu'à ce qu'il parte de Roquebrune-sur-Argence de l'hôtel Formule 1 avec son fusil sous un manteau. Pour moi, quand on part à pied, avec vraisemblablement un fusil sous le manteau, pour moi, c'est pour se suicider. Et en fait, je pense que s'il a pris autant de précautions pour cacher sa famille, c'est parce que, même en se suicidant après, il ne pouvait pas supporter que les gens sachent qu'en fait, il les avait tués. Pour lui, il voulait conserver cette image de bon père de famille jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il les a tués eux, parce que Xavier allait être obligé de leur dire, écoutez, en fait, j'ai plus d'argent, on est vraiment dans la merde, va falloir qu'on bouge de la maison, va falloir que Arthur, tu travailles plus, va falloir que Thomas, 18 ans, tu travailles. Enfin bref, cet échec en tant que père de pouvoir entretenir sa famille et de prendre soin de sa famille financièrement, il ne pouvait pas le supporter, il préférait les voir morts plutôt que de leur annoncer, voilà, j'ai échoué, j'ai plus d'argent, il faut qu'on quitte la maison. Mais aux yeux de tout le monde, en fait, il ne voulait... En fait, je pense qu'il avait prévu que les corps ne soient jamais découverts. Ou du moins qu'ils soient découverts dans mais des années plus tard. À mon avis, les corps ont été découverts, mais beaucoup trop tôt. Et en fait, ils ont été découverts grâce à l'intuition d'une capitaine de police. Sinon, qui sait ce qui se serait passé? Donc voilà, moi je pense vraiment que quand il fait sa tournée de France, il se fait un dernier plaisir. Vraiment, il va dans des bons hôtels, dans des bons restos, il se met bien, il paye avec sa carte, il s'en fout, il laisse toutes les traces qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il va se suicider juste après. Et quand il quitte le parking de Roquebrune-sur-Argence avec uniquement un manteau et sa carabine en dessous à pied, voilà, pour moi c'est pour aller se mettre dans un coin et mettre fin à ses jours. Donc je pense que c'est ce qu'il a fait. Je pense qu'à l'heure actuelle, Xavier de Ligonnès repose au fond d'une cavité, au fond d'une grotte, dans un puits ou quelque chose comme ça, dans la région de Roquebrune-sur-Argence. C'est ce qui me paraît le plus plausible. Après, encore une fois, il peut très bien être vivant. Pour moi, c'est 51% de chance qu'il soit mort, 49% qu'il soit vivant. Donc voilà, en tout cas, dites-moi également ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il est vivant? Est-ce que vous pensez qu'il est mort? C'est une affaire qui est passionnante. Et moi, je pense qu'il est mort. Maintenant, est-ce que je pense qu'un jour, on le retrouvera soit vivant, soit mort? Oui, je pense. Je pense qu'un jour, des promeneurs trouveront des os. Parce qu'en fait, si on suit ma théorie, un jour, on retrouvera une carabine dans la forêt.
où on retrouvera une carabine dans une cavité. Il y a des mecs un jour qui vont bien aller faire de la spéléologie dans la région, qui vont trouver une carabine, qui vont dire c'est quoi ce bordel et qui vont trouver des ossements à côté. On saura que c'est Xavier de Ligonnès. Moi je pense que ça arrivera un jour. Je pense qu'on le retrouvera soit mort, soit vivant. Et quand ce jour arrivera, je serai là pour vous faire une vidéo et pour vous en parler. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas de laisser un like si jamais vous avez aimé ce que vous avez vu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'affaire. Suggérez-moi d'autres affaires à traiter, etc. Ça me fait plaisir de vous parler de tout ça. Je vais décompresser, je vais aller me calmer. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine affaire. Prenez soin de vous. Restez safe. Salut à tous.